Alors, bienvenue à cette soirée intitulée « Des revues en résistance » organisée par la revue Relations. Je m'appelle Catherine Caron, je suis rédactrice en chef adjointe à la revue Relations. Plusieurs d'entre vous le savez, on célèbre le 75e anniversaire de Relations cette année. Un événement très rare, assez rare quand même, dans le paysage culturel et médiatique au Québec. 75 ans d'analyse sociale et de débat, d'accompagnement, de participation aux luttes sociales du Québec. 75 ans de persistance et de résistance dans une société qui, évidemment, a beaucoup changé au fil des décennies et dans une société qui est en crise, disons-le, crise financière, économique, sociale, démocratique, climatique. Un contexte qui, à nos yeux, rend notre effort, aux revues comme les nôtres, notre effort de compréhension du monde et notre prise de parole d'autant plus essentiel. Je pense que vous serez d'accord avec nous. À l'occasion du 75e anniversaire, la revue Relations propose une trilogie sur 3 thèmes emblématiques de la revue, qui sont l'amour du monde, la résistance et la création. Ce soir, à la table, vous trouvez les 2 premiers numéros qui sont sortis. Vous allez pouvoir les découvrir si ce n'est déjà fait. Vous aurez le temps à la pause d'aller feuilleter et voir les revues qui sont proposées ce soir. Et les derniers numéros de nos revues invitées. Parce que pour le 75e, j'ai des gens vraiment jusque là-bas. Ça fait drôle, je ne vais pas vous oublier. Pour le 75e, donc, on a eu envie de créer un lien, de créer un pont avec des revues amies, des revues semblables à nous, des revues d'analyse et d'idées. Fallait bien choisir, il y en a plusieurs. On a choisi la revue Liberté et la revue À bâbord, avec qui on partage une posture de résistance, on appelons ça comme ça. Dans une société québécoise où très souvent, à Relations, on a l'habitude de dire que dans une société où l'opinion prime souvent sur l'analyse, où la superficialité, la rapidité priment sur la profondeur et la lenteur, le temps qu'il faut pour prendre une distance, puis réfléchir au sens de l'existence, puis réfléchir au sens de la société, des réalités sociales. Ce soir aussi, on est heureux d'avoir d'autres revues dans la salle. Il y a des personnes qu'on reconnaît qui représentent aussi d'autres publications du même genre. On est très heureux de vous avoir avec nous puis que vous veniez partager dans la période d'échange qu'il y aura un petit peu plus tard. Alors, sans plus tarder, je vous laisse entre les mains de l'animateur de la soirée. Je vais vous retrouver à la pause et à la fin, mais je vous laisse entre les mains de Jean-François Nadeau, qui est le directeur adjoint de l'information. Lui aussi, c'est un adjoint comme moi. Directeur adjoint de l'information au journal Le Devoir, qui est partenaire de cette soirée et qui va vous présenter les 3 panélistes de la soirée. Bonne soirée. Bon, alors, merci beaucoup d'être en si grand nombre. Et oui, on peut l'applaudir. Surtout que nous faisons concurrence ce soir, c'est certain, au lancement du livre d'Alain Deneau chez Éco-Société, et pas le contraire, bien sûr. Écoutez, je pense que c'est extrêmement intéressant de voir qu'à l'occasion des célébrations autour de la revue Relations, qui est une revue très importante dans l'histoire du Québec, on se retrouve à favoriser des ponts comme ceux-là. Parce qu'au fil du temps, peut-être que les grands moments intellectuels du Québec, ou enfin des temps forts, ont été favorisés justement à l'occasion de ponts semblables. C'est le cas notamment pour Relations, qui a connu, avec Le Devoir, je dois le dire, une heure de gloire à la fin des années 40, dans cette histoire de l'amiante, l'amiantose, un débat très, très important qui met non seulement à jour des maladies industrielles comme étant marquantes, mais aussi un fait de société, c'est-à-dire le rapport qu'on a avec la vie des gens, le rapport qu'on a au travail. Donc, il y a des questions qui se posent comme celle-là. Et je pense que ce qu'on a beaucoup oublié, on pourra en parler tous ensemble bientôt, c'est cette espèce d'esprit qui relève d'une écologie intellectuelle, littéralement, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des rapports entre les revues, entre des courants d'idées, qu'on soit d'accord, pas tout à fait d'accord, mais enfin, dans un marais, il y a beaucoup de vie. Il y a de la vie qui mange d'autres vies, mais il y a aussi beaucoup de vie qui existe et qui permet de donner naissance à autre chose. Alors moi, je suis content de voir des initiatives comme celle-là se manifester sur la scène publique à Montréal, puis bien sûr ailleurs. Alors, avec nous ce soir, Pierre Lefebvre de la revue Liberté, qui est une revue toute jeune, 1959.
Léa Fontaine, qui s'occupe de la revue À Bâbord, qui nous permet maintenant, quand on a des enfants, d'expliquer que bâbord, c'est gauche, et non plus le truc de batterie, hein, le bas étant à gauche. Et Jean-Claude Ravet, de la revue Le Relation. Ce qu'on va faire avec vous ce soir, c'est évidemment présenter un peu ce rapport nécessaire de les revues que chacune de ces personnes représente ici ce soir, mais aussi avoir un échange entre nous pour voir quelles sont les positions de chacune, où est-ce que cela peut nous mener et quelle est la contribution, au fond, de ces revues-là à la société québécoise, à la société civile de façon générale, puis au monde, disons, plus large. Il faut dépasser très clairement ce cadre national, me semble-t-il, là, qui est toujours un peu contraignant au Québec, à tort, me semble-t-il. Bien sûr, il ne faut pas l'oublier, mais il y a autre chose aussi dans la vie et il faut s'en rappeler. Alors, je vais leur demander tour à tour de présenter brièvement leur position là-dessus, mais on va essayer de faire ça de façon pas trop statique, de sorte qu'on puisse interagir entre nous. Il y aura une pause. Après un bon moment, il fait déjà un peu chaud ici, d'ailleurs. Moi, j'ai tendance à avoir chaud rapidement. Peut-être qu'on pourra ouvrir une fenêtre ou deux. Il y aura une pause pour une raison très pratique. C'est-à-dire que ces revues-là, pour exister, elles ne peuvent plus compter sur, on en parlera aussi tout à l'heure, sur des distributeurs comme LMPI ou des trucs comme ceux-là. Tout va plutôt mal. La force vive, comme pour Le Devoir, d'ailleurs, c'est l'abonnement. Alors, on fera une pause spécifiquement pour que vous puissiez profiter d'abonnement. Il n'y a pas personne qui va ressortir d'ici ce soir sans s'être abonné à une revue. Alors, sans plus tarder, je demanderai à Pierre Lefebvre de prendre la parole. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être venus en si grand nombre. Alors, ben écoutez, Liberté, c'est ça, n'a pas encore l'âge vénérable de Relation, mais a tout de même été fondée en 1959. Donc, quand on est à une revue qui a cet âge-là, la première chose qu'on se dit, c'est qu'on est d'abord un héritier. Et ça, pour moi, je dirais que c'est extrêmement important. Je suis arrivé à Liberté en 2004. Je suis devenu rédacteur en chef en 2006. Et cette idée d'à la fois avoir un héritage à conquérir, parce que un héritage, c'est pas quelque chose de statique, c'est pas quelque chose qu'on reçoit bêtement, c'est quelque chose qu'on construit. Une revue qui est aussi vieille a connu toutes sortes de directions, toutes sortes de directeurs, toutes sortes de collaborateurs, et évidemment, on prend pas tout ça en bloc, on fait des choix. Et il y en a des célèbres, quand même. Et il y en a, oui, il y a des célèbres, d'ailleurs, et une des choses qu'on a fait, nous, quand on a fait la refonte, un de nos choix, c'est sans doute le choix le plus célèbre, ça a été Hubert Aquin, qui, encore à ce jour, j'ai l'impression que La fatigue culturelle du Canada français est le plus grand texte à avoir été publié dans la revue Liberté. Texte de 1962. Oui, qui était d'ailleurs une réponse à Pierre Elliott Trudeau, oui. qui est, en fait, Trudeau, pour la petite histoire, a fait un texte qui s'intitulait « La nouvelle trahison des clercs », où il reprochait aux intellectuels de séduire le bon peuple avec cette idée d'indépendance. Dans Cité libre. Dans Cité libre. Et Aquin, et il reprochait évidemment aux nationalistes il disait grosso modo, bon, je résume très grossièrement, surtout que ça fait longtemps que je l'ai lu, mais grosso modo, il disait aux gens, écoutez, le nationalisme, c'est les États c'est les frontières c'est la guerre c'est pas fin. On vient d'en faire une, on a eu beaucoup mal et il faut plutôt être ouverts les uns sur les autres. Et il lui disait, si vous êtes malheureux de la place du Québec dans le Canada, au lieu de vous séparer, investissez le Canada. Et si le Québec devient beau, grand, fort, magnifique dans tous les domaines, donc si tous les plombiers du Québec et tous les écrivains du Québec, tous les hommes politiques du Québec deviennent les meilleurs plombiers et hommes politiques et écrivains du monde, les Canadiens anglais vont baver d'envie devant nous et vont apprendre le français. Ce à quoi... Peut-être. Peut-être. Mais enfin, M. Trudeau, lui, en était convaincu. Et
Aquin, lui, propose donc cette réponse-là, qui est la fatigue culturelle du Canada français. Et tout d'abord, il lui dit, je ne veux pas que mon existence culturelle se justifie par le regard d'un autre sur moi. Je veux dire, ma culture, je veux dire, c'est pas à être justifiée par le regard d'autrui. Et d'autant plus que devenir le meilleur, je veux bien, mais culturellement, je suis fatigué. Et c'était aussi, c'est-à-dire que il présentait déjà que le succès d'un individu ne rejaillissait pas nécessairement sur l'ensemble d'une collectivité. On peut le voir, donc, bon, par exemple, le cas célèbre qui est Céline Dion. Ben, je veux dire, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens au Canada anglais qui se soient mis à apprendre le français à cause d'elle ou à cause du Cirque du Soleil. Enfin, donc, bref, effectivement, je veux dire, en 59, ce qui m'apparaît assez intéressant comme projet de revue, c'est qu'on a surtout des écrivains, des poètes, qui décident de se préoccuper non pas uniquement de littérature et d'art, mais de politique et de questions sociales. Évidemment, je veux dire, c'est une revue qui je veux dire, prend... Duplessis vient de mourir il y a quelques mois quand le premier numéro paraît. Et donc, c'est vraiment une revue... Je ne sais pas si on peut parler vraiment d'une revue qui est résistante à ce moment-là. Elle est plutôt... Elle suit le mouvement. Je veux dire, c'est vraiment une revue qui a accompagné, dès ses débuts, la Révolution tranquille. Et c'est... ce que je trouve intéressant, c'est assez vite, à Liberté, on s'est rendu compte que la Révolution tranquille était en péril. Dès 65, en fait, il y a un numéro qui s'appelle la Contre-Révolution tranquille, où, je veux dire, les maigres acquis qui ont été mis de l'avant par le gouvernement Lesage, on commence à se dire, ah bah, il y a déjà des gens qui commencent à essayer de grignoter ça ou d'essayer de faucher cet élan-là. Et on pourrait toujours dire que tous les gouvernements, depuis le gouvernement Lesage, ont plutôt participé à la contre-révolution tranquille qu'à la révolution tranquille. Si on prend, je veux dire, si on prend les buts premiers, si on prend les visées premières, que ce soit, je veux dire, au ministère de l'Éducation, en santé, dans la plupart des trucs, des réseaux, j'allais dire des réseaux sociaux, mais des filets sociaux, on voit que, je veux dire, la barre est extrêmement haute. Et si on a, dans un premier temps, bon, je veux dire, ne serait-ce qu'au point de vue de la gratuité scolaire, on disait, ben là, ça va nous coûter trop cher. On ne va pas mettre la gratuité scolaire du primaire à l'université tout de suite, mais éventuellement, on va en arriver là. C'est la même chose pour les soins de santé. Éventuellement, on pourra... Et en fait, ce qu'on a connu depuis ce temps-là, c'est plutôt, je veux dire, plus les années avancent, plus l'universalité a tendance, comme la peau de chagrin, à se réduire. Et c'est à partir de là, en fait, où peut-être Liberté devient plutôt une revue de résistance, à partir du moment où les institutions qu'elle a aidé à bâtir dans les premières années des années 60 ne remplissent pas, disons, leur mandat de tout est possible, on est passé à rien n'est parfait. Et depuis ce temps-là, en fait, la revue a plutôt un côté mouche du coche qui moi, me plaît bien. Mais là, j'ai l'impression de parler beaucoup. Et je crois que... Ben non, mais enfin, bref, je dirais que pour revenir à cette question d'héritage, effectivement, l'idée d'Aquin on a pris comme sous-titre, je veux dire, le titre d'un de ses célèbres éditoriales qui s'appelle « Comprendre dangereusement » et où il disait « Liberté peut être considérée comme une agression ». Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est vraiment l'alliage... C'est l'alliage de la littérature et du politique. Pour moi, Liberté, si je suis à cette revue-là, si je l'anime depuis 10 ans, c'est que je crois que l'art et le politique sont des choses extrêmement liées. Que l'art, dans un premier temps, comme il nous permet un regard de biais sur le monde, l'art ne cesse de nous dire, en fait, que le monde pourrait être autre.
Et ça m'apparaît extrêmement... Ça m'apparaît le début de la politique. Je veux dire... Liberté, d'une certaine façon, comme certainement en relation, et c'est le cas pour Ababor, c'est en construction aussi, mais vous avez inventé d'une certaine façon une tradition québécoise, au point même où cette idée-là que vous manifestez d'un retour sur un texte fondamental se retrouve à différentes périodes de la revue aussi. Serge Quentin avait fait un retour sur ce même texte-là. Donc, il y a des textes fondateurs qu'on revisite. En quelque sorte, on a pu vivre en même temps que nos classiques, et là, maintenant, on s'en nourrit. Oui, tout à fait. Moi, je pense que ça revient à cette idée d'héritage dont je parlais tantôt pour... Je disais, bon, c'est peut-être que j'ai pas ça. Moi, je pense qu'il faut, et justement, des gens comme Ababor, je pense qu'il faut continuer à fonder des revues. Mais moi, jamais il me serait venu à l'idée de fonder une revue. Je veux dire, en réinterpréter une, je veux dire, c'est peut-être mon côté... bon, j'aime beaucoup le théâtre. Et moi, je veux dire, quelqu'un qui remonte un Shakespeare, qui remonte un Molière, qui remonte un Tremblay, c'est-à-dire qu'il va relire un texte et qui va essayer de voir, mais qu'est-ce que ce texte-là me dit encore sur mon époque. Je veux dire, parce que les grands textes, je veux dire, c'est ce qu'il y a de vraiment merveilleux. Je veux dire, c'est la raison pour laquelle on y a encore Platon et Montaigne aujourd'hui, ou Hannah Arendt, c'est parce que c'est des textes qui, encore, sont capables de nous éclairer sur notre condition, sur les temps présents, qui nous permettent aussi de prendre un certain recul face au temps présent. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une époque où cette notion de recul est assez en péril. Moi, je pense que l'acte de résistance qu'on fait, je veux dire, en étant des revues culturelles, c'est aussi cette idée c'est de promouvoir cette idée qu'il faut prendre des temps de recul, qu'il ne faut pas être dans l'instantané constamment, qu'il ne faut pas réagir, qu'il ne faut pas être dans le réflexe. La réflexion, c'est long. Je dirais, ça doit être terrifiant d'être un homme politique aujourd'hui, parce que dès qu'il y a, ou une femme politique, dès qu'il y a un truc, on vous tend le micro, je veux dire, en pleine gueule, qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça fait 15 minutes que ça vient d'arriver. Je n'en pense rien. Déjà, un journaliste, c'est terrifiant. Léa Fontaine, vous êtes la plus jeune revue ici représentée. Comment s'inscrit une nouvelle dynamique d'une revue qui est engagée à gauche, très certainement, dans un cadre d'idées qui s'est créé depuis les années 60 ou un peu avant, évidemment. Comment vous situez Ababor dans tout ça? Ben, en fait, nous sommes Ababor, la revue complètement adolescente. Là. Nous avons 13 ans. Très content d'avoir 13 ans, mais en fait, la revue Ababor est née en 2003. Elle a fait suite à un numéro Espace Possible, un numéro 0. Et ça venait en fait de militants qui avaient envie d'avoir leur revue. Ils ont créé vraiment leur revue avec leurs idées. Et c'est parti de ça, en fait. C'était la revue idéale pour eux. Dès le début, en fait, ça s'est positionné en revue de résistance et autonome. Autonome d'un point de vue financier, d'un point de vue des idées aussi. Et dans ce premier numéro 0, Espace Possible, il y avait un texte d'Amir Kadir sur un rapport Ramanov, je pense, c'était un rapport sur le secteur de la santé. Et il a été très clair que ce numéro-là, qui était un peu la rampe de lancement d'Ababor, ne serait pas une revue politique, donc en tout cas influencée par le monde politique. Donc il y a toujours cette volonté de rester autonome et indépendant à tout point de vue, même si on est financé en partie grâce aux achats groupés, aux abonnements, etc., par le monde syndical notamment, qui nous appuie beaucoup, et beaucoup aussi d'organismes populaires et par exemple des centres de femmes, etc. Je ne sais pas si vous voulez que j'en dise plus sur... moi, ça irait, mais eux, ils en seraient ravis, j'en suis sûr. Ah oui, oui. Peut-être quelques caractéristiques sur la revue, parce que je pense que c'est important et que ça permet de la situer avant de parler de résistance en tant que telle et les moyens qu'on a de résister. On est autogéré. C'est vraiment, on fait de notre mieux. C'est pas parfait, mais on fait ce qu'on peut. Autogéré, ça veut pas dire faire de son mieux, quand même. Ouais. Non, mais je suis la coordinatrice, en fait, en pratique.
Mais d'un point de vue juridique, puisque je suis juriste, je suis présidente du CA, donc s'il arrive quelque chose, c'est moi qui vais manger la claque, là. Mais non, on fait de l'autogestion, on fait ça pour le mieux, on est bénévole. Il y a une diversité de points de vue au sein de la revue et ces points de vue sont vraiment respectés. Il y a vraiment une entente cordiale entre les membres. Et puis, je vous dirais qu'on se réunit une fois par année pour l'Assemblée générale. Puis ça a lieu vraiment de manière festive, même si on fait ça de manière très sérieuse. On travaille beaucoup pendant cette journée et demie. Ça se passe chez Normand Baillargeon et Chantal Santerre qui nous accueillent à chaque année. Et on sort les tentes, les guitares et le feu de camp, mais avant ça, on travaille et pas à peu près, là. Mais, donc c'est important aussi, je pense, de signaler ça, parce que c'est un esprit très... je ne vais pas dire qu'on est tous amis, mais il y a vraiment une chose qu'on porte en nous, oui, vraiment, tout à fait. Par exemple, moi, je suis membre de la revue depuis 7 ans. Puis, en fait, j'ai connu Normand Baillargeon pendant la grève des profs à l'UQAM. Je suis déléguée syndicale à l'UQAM, je pourrais en parler longuement, là, mais c'est pas le sujet. Donc on était tous les deux sur le comité de négo, puis m'a dit ça t'intéresserait-tu à bâbord et tout ça, que moi je lisais déjà, mais que je n'envisageais pas en faire partie, évidemment, là, c'était comme et donc j'ai intégré la revue et puis Piot m'a dit alors qu'est-ce que tu as pensé de ta première réunion? Jean-Marc Piot, oui. Et il m'a dit qu'est-ce que tu as pensé de ta première réunion? Puis j'ai dit je vous pensais bien pire que ça. Et donc là j'ai senti que j'avais passé mon rite de passage et j'ai ajouté, mais je ne sais pas, certains d'entre vous peut-être connaissent ça. Ça m'a fait penser à l'émission française Droit de réponse, dirigée par Michel Pollack. En fait, c'était dans les années 80. C'était vraiment le droit de se questionner, le droit d'avoir des réponses, le droit de ne pas avoir de réponse. Ça se passait à la télé, tout le monde fumait, buvait. Donc nous, il y en a qui fument un peu, on ne boit pas trop quand on travaille. Mais c'était vraiment une ambiance festive et aussi un espace de discussion vraiment très ouvert, où toutes les opinions pouvaient être abordées. Ces derniers temps, on a beaucoup recruté, beaucoup de jeunes membres du collectif, puis je trouve ça important pour le renouvellement de la pensée et tout aussi important aussi pour continuer l'élan de la résistance en tant que telle. Donc je vais peut-être arrêter là, puis je parlerai de la résistance ensuite. On en parle déjà. Hein? Oui. Non, mais on peut effectivement... Je ne veux pas monopoliser la parole. Non, tu viens de commencer. Oui, ok. Ouais, bon. Alors, en fait, la résistance ababordienne, comme je le disais, c'est une revue indépendante. On écrit l'édito de la revue. C'est vraiment le gros morceau qu'on fait tous ensemble. Puis c'est un jeu de remue-ménage qui se fait à chaque réunion là, pour chaque numéro. Et il y a un auteur, 3 réviseurs, et l'édito est passé et lu par l'ensemble des membres du collectif avec on accepte, on le refuse ou on le refuse avec modification. Donc c'est vraiment un travail collégial et ça se fait systématiquement. Je dirais aussi que la résistance est intrinsèque à la revue. C'est une résistance libre et éclairée. J'ai dit que c'était autonome. Les buts en fait qu'avait la revue, c'était vraiment puis je pense qu'on est toujours fidèle à ça, c'était d'aider, en tout cas d'appuyer tous les mouvements, que ce soit des mouvements de citoyennes, de citoyens, des travailleuses, des travailleurs, des étudiantes, des étudiants, etc., d'apporter des outils à tout le monde pour qu'ils puissent à leur tour se défendre et aussi peut-être de leur offrir des voies de réflexion. Notamment le premier dossier d'Ababor portait sur la régionnerie du gouvernement Charest, une entreprise de démolition
sociale. Donc tout ça pour vous dire que malheureusement c'est encore d'actualité. Puis les moyens de résistance en tant que tels étaient donc, je le disais, informer, outiller la population en plus grand nombre, mais c'est aussi formuler des analyses et des critiques sociales. C'est un espace qui est ouvert au débat. Quand on organise, on fait toujours les lancements de notre revue, et puis c'est aussi l'occasion de débattre avec les gens qui participent au lancement, et ça a lieu à chaque numéro, et c'est réellement fait, c'est pas du pipeau, là. On tient compte des discussions qui sont menées à cette étape-là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, peut-être à vous deux aussi, que éventuellement, malgré tout, on prêche toujours un peu à des convaincus, hein? C'est un peu... On est en famille, d'une certaine façon. Vous lisez un ou l'autre des incarnations de ces revues. Comment on fait pour une revue comme la vôtre, ou comme les vôtres aussi, pour être engageant d'une certaine façon dans l'engagement? Mais en fait, c'est difficile. Effectivement, ça va, c'est le bouche à oreille qui fonctionne vraiment. Puis comme tout à l'heure, on évoquait le déclin de LMPI. Ça va prendre du bouche à bouche bientôt. Bien dit. Effectivement, ça va poser un gros problème de distribution. Nous, à Bâbord, on fonctionne surtout grâce aux abonnements. Donc, on a, par exemple, la période de Noël, c'est comme des rabais importants pour les étudiants notamment, puis on donne plus de numéros pour un abonnement classique. Mais nous, notre priorité, c'est d'aller chercher des abonnés. Il y a des ventes en kiosque, comme on le disait, à l'MPI, c'est une catastrophe. Là, maintenant, il va falloir trouver un autre distributeur. Mais c'est sûr qu'on a l'impression parfois de prêcher des convaincus, et et en même temps je suis toujours étonnée dans les milieux plutôt de gauche de voir que il y a tellement de gens qui nous connaissent pas, alors qu'ils ont un discours qui est complètement qui s'inscrirait complètement dans notre ligne éditoriale, par exemple, et je suis toujours surprise. Alors dans ces cas-là, moi je refile des numéros d'Ababor, je fais ça très bien à l'UQAM, auprès des étudiants, c'est un peu comme ça que j'essaie de fonctionner, là. Mais tout le monde, on va aussi au sein quand il y a des manifestations aussi, on fait des ventes militantes comme ça pour essayer de populariser la revue. Une attitude assez classique. Hein? Oui. Moi, je dirais, c'est ça, nous, tu parlais des étudiants. Nous, quand on a fait la refonte de Liberté, en fait, longtemps. En fait, à l'origine, Liberté avait un format bouquin, tout simplement parce que Liberté était au début associé avec les gens d'Hexagone. Ils avaient une presse et ils avaient un format de bouquin qu'ils pouvaient faire sur cette presse-là. En fait, ils avaient même un pressier. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, on a changé de format, et avec le changement de format, on est allé vraiment faire... on est allé faire les pèlerins dans les cégeps et les universités. En fait, on est beaucoup allé chercher les gens plus jeunes. Et comme on essaye d'associer, je veux dire, art et politique, il y a aussi une de nos chances, c'est qu'on peut à la fois les gens peuvent entrer à la revue. Quelqu'un qui aime le cinéma, il peut rentrer à la revue par le cinéma et découvrir les questions politiques et vice-versa. Pendant longtemps par les arts visuels. Oui, exactement. Donc ça, c'est une des choses qui nous permet, disons, d'un peu décloisonner. J'étais assez heureux et même, je dirais, assez étonné. Jamais j'aurais gagé là-dessus, mais il y a 3 ans environ, il y a la SODEP, qui est une espèce de syndicat des revues, un organisme communautaire, enfin bon, bref, et qui a payé pour un sondage au point de vue, au niveau là, des lecteurs des revues culturelles, et quelle n'a pas été notre bonheur, mais notre grande surprise de voir que à peu près 50% de nos lecteurs avaient moins de 30 ans. Ce qui, moi, j'aurais plutôt gagé qu'il y aurait eu des gens plutôt en haut de 45, si c'est pas, mais enfin, pour une obscure raison. Pas si obscure que ça, peut-être une raison lumineuse. Vous remarquez l'extrême délicatesse et la patience extraordinaire de Jean-Claude Gervais, qui n'a rien dit encore, alors qu'il est en
en quelque sorte la personne qui nous invite. Alors, je voudrais l'entendre. Moi, comme je suis le grand-père ici d'une vieille revue de 75 ans, je ne vais pas faire le gaga, mais je vais jouer mon rôle de sage, si on peut dire. Sage par affiliation. Tout le monde me reconnaîtra spontanément dans ce qualificatif, bien sûr. Mais je voulais revenir un peu sur... parler de l'histoire de la revue sur la résistance, c'est long, ça serait long pour 75 ans. Donc j'invite plutôt aller voir, il y a une belle exposition qui se fait à la grande bibliothèque de l'UQAM, modeste, mais quand même qui donne une vision de ce qu'a été la revue dans son époque, engagée dans son époque, dans les différentes décennies. Une exposition qui va se déplacer au Jésus au mois de mai, et pour les gens de Québec un peu plus tard. Mais j'aimerais peut-être réfléchir sur cette idée, justement, de dire qu'on est, effectivement, on est une goutte dans l'univers médiatique, on est peu lu. Comparativement à des revues comme Actualité ou Châtelaine et tout ça, mais est-ce que ça ôte de la valeur précisément à notre travail? Je dirais que c'est parce que justement c'est une goutte essentielle, je dirais, une goutte essentielle dans quand dans le contexte actuel, je parlerais de désert, de désert de la pensée. Parce qu'on est à la fois baigné par un bombardement d'informations, d'images et tout ça, mais comme disait Pierre, on n'a pas de distance pour réfléchir et on ne donne pas aussi les outils pour réfléchir. Et je pense donc qu'une revue comme les nôtres, des revues comme les nôtres permettent justement ce regard critique par rapport au réel. Alors que précisément, étonnamment, dans ce bombardement d'informations, on pense qu'il y a comme un illettrisme politique qui est comme généré malgré tout. C'est parce que justement, on est comme écrasé par l'information, mais sans la possibilité de comprendre. Et alors que justement, nos revues permettent cet effort de compréhension, un effort que justement les autres médias fuient, parce que le mot c'est un mot tabou, surtout pas, il faut amuser, il faut conforter. Courage, fuyons. C'est ça, voilà. Mais en quelque sorte, ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est qu'à l'origine, Liberté, qui est plutôt du format livre, enfin, il y a cette idée du temps long qui est attachée au livre. Vous êtes moins des magazines, ou vous êtes plus près de l'univers du livre que de l'univers du magazine. Relation, non, pas tellement, parce qu'on a une page, oui, en termes de format. Pas en termes de format, parce qu'on est format magazine, comme d'ailleurs, comme tout. Effectivement, mais c'est ça, on n'est pas dans l'ordre du petit, de l'anecdote ou de l'amusement, on est dans... Mais quoique nos articles sont relativement modestes, les plus longs sont pas autant que Liberté, qui sont un peu plus longs que les nôtres. Nous, le maximum, c'est 3 pages de la revue, donc c'est à peu près... le maximum, c'est 2000 à 3000 mots, grand maximum, d'articles. Mais c'est donc pour permettre la réflexion, l'analyse qui manque précisément, et alors que on est... Et pour ça qu'on a... je pense qu'on a publié donc les 3 volets anniversaires, donc celui prochain qui va venir sur la création, mais celui qui est en kiosque, qui est sur la résistance, c'est pour montrer qu'on est dans une situation urgente dans le contexte à la fois Québec, mais mondial, dans la mesure où on est emporté par des forces qui vont dans le sens opposé évidemment de ce vers quoi nous on insiste, mais qui, à la rigueur, pourquoi pas, mais c'est que c'est inquiétant dans la mesure où justement l'être humain est comme aplati.
hein, justement dans la mesure où l'être humain a un sens, que dans la mesure où il comprend, hein, la compréhension et le sens même. Donc une des natures fondamentales, conditions fondamentales de l'être humain, c'est de comprendre et c'est de participer aussi au monde, d'être un acteur, un citoyen, alors que là, tout contraint, tout, avec toutes les forces économiques, sociales et idéologiques, si on peut dire, à nous replier sur soi-même, sur nos petits bonheurs, nos petits intérêts, à être des consommateurs et des clients, mais rien de citoyen. Donc je pense que des revues, justement, qui construisent l'opinion publique, c'est-à-dire forment à l'opinion critique, est essentiel. Et je pense que beaucoup se sentent seuls, hein, mais on est beaucoup. Hein. Et donc l'idée, c'est justement de fédérer ces solitudes, hein, ces inquiétudes, et de reconstruire un peu une citoyenneté qui passe par justement un regard sur le réel, qui a du sens, mais qui aussi, des revues comme la nôtre permettent justement de braquer le regard, la caméra, si on peut dire, là où les grands médias ne le portent pas, quoi. Parce que tout ce qui est caché, justement, toutes les voix des mouvements sociaux, toutes les voix des exclus, des laissés pour compte, c'est quand même le lieu où l'on leur donne la possibilité d'apparaître. Hein. Donc c'est à la fois un espace essentiel pour la construction, effectivement, de chacun, mais aussi pour la reconnaissance du monde aussi, dans sa pluralité, dans sa conflictualité. Parce que un des aspects, justement, tragiques de la société actuelle, c'est cette évacuation du caractère conflictuel du réel, hein, et pluriel du réel. Hein. On est dans un certain... on est dans une réalité qui a plus de conflits, hein, parce que tout est là. Hein, il s'agit de l'aménager, il s'agit de s'adapter. Le mot d'ordre est de s'adapter, de s'embarquer et de se résigner au réel, parce qu'il est là, implacable, tout construit. De même anticiper les besoins de son patron. Hein? Et voilà, il faut donc entrer dans cette servilité, quoi, du réel. Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dit non. Hein, le réel, c'est de notre responsabilité de l'investir et de faire de ce monde une maison commune, quoi, tout simplement. Donc, il me semble que c'est une des fonctions fondamentales des revues comme les nôtres, c'est ce rôle politique. Il y en a deux autres aussi, mais je ne vais pas monopoliser. Mais pour Relations, il y a deux aspects aussi que j'aimerais quand même souligner avant de passer la parole. Oui. C'est le rôle éthique d'une revue comme la nôtre. Et le rôle, je le qualifierais comme spirituel. C'est-à-dire éthique dans la mesure où justement la résistance, elle est dans cet aplatissement du monde, hein, dans cette uniformisation. Là c'est le bulldozer de la finance, bulldozer des pensées, bulldozer de la technique, où on aplatit tout. Et il s'agit donc de redonner du sens à la texture du monde, hein, à sa saveur aussi, à sa beauté, à tout ce qui est justement inutile dans le monde. Et nécessité de l'inutile. La nécessité de l'inutile. Donc c'est ça, je pense qu'une des revues comme les nôtres, et c'est le rôle que l'on fait à nos humbles mesures, c'est de justement redonner de la profondeur à ce monde qui est constamment projeté comme plat, uniforme, et tourné vers la production, l'efficacité, la rentabilité. C'est un monde qui, au fond, est en train de confondre la couverture de la surface comme étant l'équivalent de la profondeur. Voilà. Ce qui n'a aucun sens. Hein? Ouais, tout à fait. Et donc, d'où l'autre aspect que je soulignais, spirituel. Parce qu'il y a dans cet aplatissement-là, je pense, une charge fondamentale sur la dimension intérieure de l'existence. Hein. Pas simplement entre les gens, hein, des relations tout simplement réduites à leur efficacité, à leur rentabilité, mais aussi dans l'expérience même
intérieure de l'être humain. C'est-à-dire qu'on est justement comme enjoint à nous vivre comme superficiels, comme insignifiants, comme médiocres. Et que justement tout ce bombardement de spectacles et d'amusement qui est pas mauvais, c'est-à-dire l'amusement en soi c'est très bien, mais réduire cette quantité-là devient tellement écrasante qu'elle devient justement une pure distraction, c'est-à-dire distraction dans l'autre sens du terme, c'est-à-dire de dévier l'attention sur une diversion. C'est dans le sens de distraction, de diversion, de nous détourner de l'essentiel, qui est aussi l'expérience de l'infini, l'expérience du silence, l'expérience de la beauté, l'expérience de notre être au monde, l'expérience peut-être de l'angoisse même, de vivre, ou la stupeur de vivre, ou l'émerveillement de vivre. Mais c'est comme si que ça s'est refloué, déplacé comme insignifiant, comme insignifiant, quoi, pas important. Donc il s'agit, moi je pense que des revues comme la nôtre doivent redonner du sens à l'existence, et c'est ce côté-là qui me paraît aussi un des aspects essentiels. Ouais. Tout à fait, pour moi, en fait, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Claude. La question du sens est fondamentale. Et tantôt, enfin, tu parlais justement des médias qui nous bombardent d'informations constamment qu'on n'a pas le temps de digérer. Je dirais que ce qui caractérise peut-être nos trois revues, puis je mettrais sans flagornerie le Devoir également là-dedans, je veux dire, c'est que ces médias-là, on les subit. Comme ils nous enjoignent à subir le monde. On les subit, je veux dire, comme quand il pleut, c'est comme... alors que, je veux dire, quand on lit, je veux dire, Le Devoir ou Relations ou À Babar ou Liberté, on le subit pas. D'une part, parce qu'il faut aller vers ces revues-là, donc mais il y a cette quête de sens-là, je pense, qui pour moi, c'est ça, là, je dirais, est essentiel dans le travail qu'on fait. Il y a peut-être une maladie d'époque, il y a la finance, tout ça, mais qui tient au présentisme. Hein, voilà, tout à fait. Où l'absolu serait dans le temps présent. La nécessité d'échapper à ça est presque un acte révolutionnaire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ben, le présentisme, c'est justement cette négation de la profondeur, parce que justement, c'est pas le présent, c'est autre chose. Être présent à soi, être présent au monde, implique une certaine profondeur, justement, une certaine attention, un certain regard de compréhension, de contemplation ou de dénonciation. Mais donc, il y a là un jugement qui doit être porté quand on regarde le présent. Mais là, on est plutôt dans la résignation à un état de choses. À l'instant. À l'instant. Et subit, quoi, comme disait Pierre, on subit le présent parce qu'on n'y peut rien. On nous dit que voilà, c'est ainsi fait, et que le monde est ainsi fait, et que tout va bien, et tout est sous contrôle, et on nous trouve certaines niches pour être confortable dans ce délaissement, cette désolation, en quelque sorte. Un délaissement qui devient un délestement. Voilà. On laisse tomber. On laisse tout, quoi. On laisse une partie de nous-mêmes, quoi, dans tout ça. Et pourquoi? C'est ça qui est préoccupant. Pourquoi on laisse faire les choses? Et je pense que là, il y a comme une critique à faire précisément dans la manière d'être de notre société, qui est précisément de donner... je parlerai de l'embourgeoisement dans le sens passolinien, dans le sens d'un certain plaisir dans la consommation, qui est aussi une fuite. Oui, ce qui est terrifiant, je trouve, avec si on parle de Pasolini avec la question de la bourgeoisie, c'est comme si il n'y a plus d'extérieur au monde. Je veux dire, il n'y a plus moyen d'échapper, je veux dire, à
enfin, à la métaphore générale avec laquelle on nous présente le monde. On est incapable de penser à notre vie à l'extérieur de notre travail, à l'extérieur de notre salaire, à l'extérieur de notre loyer, de notre hypothèque. Et, je veux dire, Pasolini, par rapport au monde de la consommation, disait la consommation a réussi à faire ce que le fascisme n'avait pas réussi à faire. C'est-à-dire qu'il a réussi à nous rendre tous pareils. Alors que le fascisme a essayé de le faire, mais il n'a pas réussi à le faire. Oh, oui. Léa Fontaine? Oui, effectivement, on se retrouve coincé là, dans tout ça. On parle de consommation, de vie. C'est le travail. Là. Moi, je suis spécialiste en droit du travail et tout est lié au travail. Et parfois, je me demande si on ne devrait pas tout lier à la citoyenneté, plutôt. Et c'est vraiment contre ça qu'il faut lutter. C'est d'autant plus vrai actuellement avec le gouvernement qu'on a et les gouvernements qu'on a eus, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de changement à chaque fois. Mais non, t'es pas d'accord. Oui, j'ai vu quelque chose bouger. La couleur. Non, je suis. C'est la couleur qui change, mais pas le fond. Oui. Mais il faut appuyer les luttes. En fait, c'est quand on se retrouve, c'est assez curieux de se retrouver isolé. On pense qu'on est seul à penser ces choses-là, à se dire qu'on n'est pas, c'est pas normal d'être dans cette situation-là, de vivre. Par exemple, je travaille sur les personnes en situation de vulnérabilité au travail. Mais quand on rencontre, quand on lit des revues comme les nôtres, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à penser que ça n'a pas d'allure. Et je pense que ça, c'est aussi une forme de résistance. Puis on transmet aussi le message suivant, c'est que rejoignez-nous. Et puis ça me fait penser aux écrits de Stéphane Hessel sur quand il disait indignez-vous. Il en a écrit d'autres par la suite. Il a des très petits pamphlets, mais qui veulent très bien ce qu'ils veulent dire, qui disent très bien ce qu'ils veulent dire. Je pense aussi qu'il faut, en tant que revue, pour permettre au plus grand nombre de résister, il faut être accessible. C'est l'accessibilité, on peut dire en termes de prix de vente de la revue, tout simplement, mais c'est aussi l'accessibilité en termes d'écriture. Surtout que nous, à Babord, au début, on voulait vraiment aller vers les groupes populaires, les groupes communautaires, etc. Donc il y a une attention particulière qui a été mise sur l'accessibilité des textes au plus grand nombre. Et moi, j'ai senti à un moment où l'écriture était devenue plus complexe et était moins accessible, je trouvais. Il y a même eu quelques articles, quelquefois, où je suis allée chercher le dictionnaire pour regarder ce que ça voulait dire. Là, je peut-être pas de mauvaise chose. Non, j'ouvre mon dictionnaire, c'est mon livre de chevet, je l'ouvre quasiment tous les jours. Mais je me suis dit, si je dois faire cet effort-là, des gens qui n'ont peut-être pas eu les moyens d'aller étudier comme moi j'ai eu la chance de le faire, on voit l'utilité. Une petite anecdote, je vous me permettrez, je peux pas m'empêcher. Patrick Lagacé, dans la presse, avait écrit un jour qu'au Devoir, il fallait absolument le dictionnaire pour comprendre quelque chose. Et on n'était pas très riche au Devoir, on ne l'est toujours pas. On s'était cotisé pour lui acheter un dictionnaire qu'on lui avait gentiment envoyé. L'idée d'une fédération d'efforts, parce qu'on parle d'atomisation, vous êtes nombreux, les revues existent, tout ça, il se trouve une situation qui est en train d'avaler tout ce monde-là, concrète, là. C'est-à-dire que les messageries de presse Benjamin, fondées par l'arrière-grand-père avant la Première Guerre mondiale, ferment. Quelques mois plus tard, LMPI ferme. Il risque pour la plupart d'entre vous et d'autres qui sont ici représentés d'avoir cette nécessité de se trouver un représentant de distribution qui se trouve ailleurs, fort probablement à Toronto, où on trouvera un représentant de médias américains. Alors, est-ce qu'il n'est pas le temps de penser à d'autres moyens de se faire connaître? Vous avez
disons, une forme d'association professionnelle syndicale qui s'appelle la SODEP, dont on entend relativement très peu parler dans des cas de crise, je regrette de le dire, mais on regrette de l'entendre aussi. Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas envisager d'autres moyens, puisque vous êtes présents, vous êtes là, vous regroupez, il y a eu par le passé, bien sûr pas toujours heureux, mais au temps de l'Hexagone, par exemple, Miron et compagnie, on s'était regroupés pour réussir à faire un réseau de distribution efficace. C'est compliqué, mais avec les moyens modernes, est-ce que c'est pas la chose possible et maintenant plus que jamais nécessaire? Étant comme un humble rédacteur en chef, oui, effectivement, moi je pense que enfin, je dirais qu'au point de vue de la distribution, on a la chance, nous, d'être chez Dimedia, qui est un distributeur essentiellement de livres, ce qui nous a permis, nous, nos ventes sont surtout en librairie. On a, et notre rapport aux libraires, on le travaille vraiment énormément. On est allé voir les librairies, on est allé leur demander non seulement d'une part, évidemment, s'ils étaient intéressés à tenir la liberté ceux qui ne le tenaient pas. Mais... Alors, Pierre, je t'arrête tout de suite pour te mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, en librairie, il y a un très grand nombre de librairies qui ferment. Il y a eu, en ce moment, la plus grande vente, c'est-à-dire que Archambault a été racheté par Renaud-Bré. Et Renaud-Bré, une de ses premières actions, ça a été d'enlever les revues dans les librairies. Il contrôle maintenant 50% de la librairie au Québec. Ben, et c'est exactement pour cette raison-là, c'est-à-dire que nous, quand je dis qu'on est allé voir les libraires, on n'est pas allé ni chez Archambault, ni chez Renaud-Bré. On est allé voir des libraires indépendants et ça a été aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Par exemple, on leur disait, Liberté, on a un cahier critique. Dans ce cahier critique-là, ben, on parle de bouquins. Est-ce qu'il y a des bouquins qui ne sont pas des best-sellers, qui, grâce à nos articles, vous pourriez, ça pourrait vous aider à faire la promotion de ces livres-là. Est-ce que, par exemple, si on sort un numéro sur la notion de la souveraineté ou sur le système de santé ou sur, je sais pas moi, les manifestations, les classes sociales, est-ce que ça vous aiderait si on vous aidait à faire une table thématique? Vous avez certainement dans votre fond un exemplaire de Germinal, un exemplaire du Parti communiste, du manifeste du Parti communiste. Enfin, vous avez certainement, je veux dire, il y a certainement moyen d'utiliser la revue Liberté pour faire la promotion de votre fonds, qui est toujours, pour une librairie, la chose difficile à faire rouler, parce que les best-sellers, bon, ça se vend tout seul, mais je veux dire, une librairie, c'est aussi riche parce que ça possède un fonds, et c'est ce type et pour nous, en fait, ça a assez bien fonctionné. C'est sûr que ça reste un peu une logique d'aller au bleuet. Il faut y aller, je veux dire, tu ramasses un par un. Mais nous, à tort ou à raison, on a un peu abandonné l'idée de devenir un partenaire avec Renaud-Bré. On sait que, d'une part, ce qu'on fait au point de vue éditorial ne l'intéresse pas, et aussi qu'au point de vue commercial, je veux dire, pour lui, on est des peanuts, il s'en fout. Alors qu'une librairie indépendante, je veux dire, on peut dialoguer. On peut, à ce moment-là, effectivement, créer, d'une part, du commerce, évidemment, mais aussi créer du sens. Créer, je veux dire, une façon de faire circuler les idées. Et ça, je veux dire, effectivement, on pourrait le faire encore plus entre nous. Mais déjà, je veux dire, on commence... bon, par exemple, justement, Le Devoir avec sa page Les idées en revue, je veux dire, il commence depuis quelques années, je pense, à avoir... C'est encore timide, mais je suis d'accord pour dire qu'il faudrait effectivement se tendre la main plus régulièrement. Il y a la SODEP, effectivement, qui pense qu'il y a eu un comité qui a... Je ne sais pas où il en est, mais il nous a demandé des informations sur comment c'est distribué. Mais je pense qu'il y a un souci, effectivement, de plusieurs revues de trouver une alternative suite, justement, à la fermeture de Benjamin, parce que
plusieurs n'ont pas été... nous, on a pu trouver avec LMPI, mais d'autres déjà, même avec ce changement-là, se trouvaient sans rien. Donc il y a un souci qui est pris en compte. Bon, c'est vrai que c'est quand même un gros... C'est quand même un gros affaire de... Nous, on est distribué à peu près dans 150 plus points de vente, là, je ne sais pas exactement, mais un peu à travers le Québec, donc à la fois dans les librairies que dans les kiosques. Donc c'est quand même complexe comme distribution. Bon, l'MPI effectivement ferme. Bon, on nous a assuré qu'une autre prenait le relais. Jusqu'à quand, c'est ça, et bon, en gardant le même type de contrat qu'on avait, mais bon, c'est peut-être l'accord dans la première année, mais après, effectivement, tout peut changer, tout peut être, mais effectivement, c'est très... Oui, moi je dirais, en tant que revue adolescente, là, je blague, non, on n'est pas une revue adolescente, là, on est une grande revue. On a passé la crise d'adolescence il y a bien longtemps. Nous, on fait encore de la livraison à vélo. Alors, pour vrai, là, je niaise pas. Donc, pour les abonnements montréalais uniquement. Saint-Jean-de-Matha, non? Non, on n'ira pas jusque-là. Mais sinon, effectivement, la fermeture de l'MPI, c'est une catastrophe parce que moi, je m'en suis aperçue uniquement parce qu'à la coop, à l'UQAM, je suis allée voir, puis je dis mais pourquoi il n'y a plus à bâbord dans les rayons? Puis on m'a dit non, l'MPI et tout ça. Mais ils étaient capables de me proposer en fait un abonnement, un arrangement entre la revue et la... Mais on ne peut pas fonctionner comme ça à la grandeur du Québec. Là. Donc il faudra un remplaçant. Ou alors une collaboration, je ne sais pas comment, il faudrait monter un truc comme ça, mais ce serait une machine énorme à assumer de toute façon. Non, les idées sont bienvenues. Les capitaux aussi. Ouais. Oui, mais ça s'est déjà fait dans le passé. Hein? En fait, la chose la plus facile, c'était quand même pendant très longtemps de lancer des journaux. Au 19e siècle, au Québec, on a un record absolu de journaux. On l'a oublié, ça, mais bien sûr, il y a l'arrivée de la télévision, de la radio avant, bien sûr, puis l'âge d'or des magazines à partir des années 30. Mais au 19e siècle, chaque village a son magazine. Pas son magazine, mais son journal. Et il y a des journaux qui sont absolument exceptionnels, bien sûr. Mon favori étant la lanterne d'Arthur Buis, 27 numéros absolument fabuleux. Mais il y en a plein d'autres. Le Grognard, le Crapaud, le Taureau, tout ce que vous voulez, qui sont des journaux assez frondeurs. Ces gens-là se regroupent. Ça s'est déjà fait dans le passé. Il me semble qu'avec des moyens techniques qui peuvent nous écraser, on peut aussi soulever ces moyens-là, se soulever avec ces moyens-là pour aller vers autre chose. Quelle est la place de la diffusion des idées à ce moment-là avec des leviers qui soient plus modernes? On est au fond, on réfléchit à des idées, mais peut-être beaucoup avec des moyens de diffusion qui sont... Moi, je tenais à vous entendre là-dessus. Je ne veux pas qu'on s'éternise trop longtemps là-dessus non plus. On peut revenir au fond, bien sûr, mais ça m'apparaît être important, la diffusion des idées aussi. Ah non, ça c'est clair. C'est pour ça que enfin, je vais un peu me répéter, mais pour nous, assez vite, la librairie a été notre interlocuteur. On est aussi... là, ils ont fermé, mais je veux dire, on est allé voir aussi des lieux comme l'Excentris, parce qu'on disait, les gens qui vont au cinéma à l'Excentris, c'est des gens, je veux dire, qui sont plus curieux et qui seraient peut-être intéressés à une revue comme celle de Liberté. Et la même chose, la boîte noire, on est allé dans des points on est allé là, mais justement à vélo, avec nos sacs sous le bras, on vous en laisse 5 en consignation. Puis il y a des endroits où ça n'a pas du tout marché, il y a des endroits où ça a fonctionné. Je veux dire, Alexandris, ça marchait vraiment bien. On réussissait à vendre une vingtaine de numéros, mais effectivement, c'est du palliatif, c'est un peu de la médecine de brousse, c'est du palliatif, on essaye d'être... Mais effectivement, le jour où mais j'y crois quand même. Je crois au côté small is beautiful. Je crois. C'est sûr que c'est compliqué d'aller à un point de vente à Matane, mais je crois au lien concret.
on est allé à Rimouski, on a rencontré des gens, des libraires là, les gens de la coop, de l'université. Je veux dire, là aussi, je veux dire, les gens qui ont des librairies, les gens qui ont des cinémas de répertoire, sont des gens qui aiment la culture, sont des gens qui partagent, je veux dire, les préoccupations qu'on partage tous ici ce soir. Et là, je veux dire, c'est vraiment un échange citoyen. Je veux dire, comme je disais tantôt, je veux dire, c'est oui du commerce, parce qu'il faut payer le loyer, puis il faut le payer l'imprimeur. Mais je veux dire, quand on crée ce type de relation-là, je veux dire, c'est en tout cas, ça fonctionne, même si effectivement c'est fragile, puis c'est ça, c'est de la médecine de brousse. Non, mais je pense qu'il faut aussi souligner un fait quand même assez scandaleux du peu de soutien, quoi, aussi. J'y venais comme arme secrète. Parce que le devoir aussi est précaire dans cet esprit-là. Comment se fait-il que le 7 jours ou le lundi ou le dernier heure reçoivent 350 000, 400 000 500 000 $, $1 million de fonds publics par année? On a les rapports chaque année, selon leur tirage et leur vente, alors qu'ils sont des magazines essentiellement et qui ne correspondent pas à un univers culturel. Ils appartiennent au monde de la consommation dont tu parlais tout à l'heure, Jean-Claude. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rétablir ça? Et ça pourrait être une question qui pourrait s'adresser au devoir aussi, bien sûr. Ben oui, parce que, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Je pense qu'il c'est un travail politique, on devrait, c'est sûr, d'interpellation, parce que c'est quand même assez scandaleux que l'État soutienne des grands conglomérats de presse qui n'ont rien à foutre, finalement, de cet argent, quoi, ou qui s'en servent pour s'enrichir, alors que justement des journaux ou magazines à but non lucratif, fondamentalement axés sur l'éducation, sur la conscientisation, sur l'éducation populaire, sur la se voit finalement dans la misère, quoi, et pris à la gorge, quoi, et souvent condamné à péricliter. Donc, et ça mais ça touche les petits, mais ça va toucher de plus en plus même les moyens et tout ça, et pour finir justement dans une uniformisation de la pensée. Donc je pense que c'est un processus politique qui est fondamental. Alors, ça, Léa Fontaine, vous pourriez faire un front commun là-dessus. Oui, aussi. Oui. Mais je voulais ajouter aussi que là, j'ai perdu le fil de l'idée que tu surfais. Là, moi, j'étais prête à enchaîner, puis oups, c'est parti. En fait, moi, pour en revenir, effectivement, moi, quand je veux dire, il y a quoi, ça fait une douzaine d'années que je veux dire, Patrimoine Canada, en fait, a changé la donne pour les subventions aux revues et aux périodiques, et où là, effectivement, je veux dire, des revues comme Summum, comme Coup de Peigne, je veux dire, Reader Digest Canada, parce que Reader Digest, c'est comme McDonald's, ils ont leur section, je veux dire, canadienne, je veux dire, ils reçoivent 1 million. Ils reçoivent 1 million. Ils réussissent à faire faillite. Oui, puis ils réussissent à faire faillite. Puis en plus, eux, je veux dire, ils sont capables aussi d'avoir des pubs de Ford, puis de Vidal Sassoon et Dieu sait quoi, ce que, je veux dire, que personne d'entre nous est capable d'aller chercher. Mais ça, c'est parce que bon, nous, on a essayé Dieu sait qu'avec la SODEP, tout ça, on a essayé, je veux dire, d'aller sonner des cloches, je veux dire, aux différents conseils des arts, mais de plus en plus, les conseils des arts, je veux dire, ont complètement intégré, je veux dire, quand on parle pour eux, la culture, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'industrie culturelle. Et pour eux, je veux dire, un critère qui soit celui du nombre, qui soit la grosseur du tirage, c'est ça qui compte. Pour eux, la culture est intéressante dans la mesure où elle fait rouler l'économie. On va donc donner des subventions au théâtre ou aux revues ou en fait aux publications comme on en donne à Bombardier. Parce que quand quelqu'un va au théâtre, ben c'est génial, parce que avant ils vont peut-être aller manger au restaurant, puis après, ils vont aller prendre un verre, puis là, ils vont être pompettes, ils vont rentrer en taxi. C'est super, le théâtre. Ça fait rouler l'économie. Peut-être que vous voudriez déménager au Mexique, ils vous subventionneraient. Ah, oui. Bon. En plus, ça coûterait moins cher de chauffage. Ouais. Non, mais c'est ça. Tout compte fait, l'idée m'est revenue.
Mais c'est sûr que, j'allais dire tout simplement, ils ne nous soutiennent pas parce qu'ils n'ont aucun intérêt à nous soutenir. C'est une question politique, là, c'est juste ça. Juste à titre anecdotique, moi j'ai fait une demande de subvention de recherche, dans un organisme canadien. Et mon travail portait sur la démocratie et la représentativité et la démocratie syndicale. Donc j'avais demandé quelque chose comme 168 000 et 72 $ et 56 là, parce qu'on doit avoir des budgets très très précis. Ils regardent le CV et compagnie. J'avais mis toutes mes publications, puis je l'ai pas eu. L'année suivante, je réitère et j'enlève mes publications tendancieuses que je publie dans Ababor, entre autres. Et là, je reçois la demande de l'argent à la scène près. Alors qu'on essaie de me faire croire qu'il n'y a pas un filtrage politique quelque part, ça m'étonnerait. Là. Mais j'étais très contente parce que en fait, c'est le gouvernement fédéral, Harper, qui m'a donné de l'argent pour travailler sur le syndicalisme. Alors dans le fond, c'est pas si mal. Plus peut-être, oui, quand on parlait tantôt de la distribution et puis de se trouver des moyens de distribution à la grandeur du Québec, voire plus loin que ça. Il y a aussi le numérique aussi qui nous permet d'avoir un autre moyen de distribuer les revues. C'est pas un format que j'adore du tout, là. Moi, je préfère la revue papier. Mais à Ababor, on a basculé dans le numérique. Bon, il y a le site internet, évidemment, la page Facebook, mais aussi il y a des abonnements en ligne et il y a le format numérique de la revue également. Donc ça, c'est depuis quelque temps, là, mais c'est pas le même... Mais est-ce que ça... Parce que nous aussi, on a fait la même chose et on peut acheter Liberté en format EPUB, tu sais, puis on en vend... c'est même pas 1% de nos ventes, là. Je veux dire, la même chose pour les abonnements. Je veux dire, je suis même pas sûr que j'ai 10 abonnements électroniques. Je veux dire, ça, en tout cas, pour nous, ça fonctionne. Je veux dire, ça fonctionne pas alors que les conseils des arts, tu sais, nous ont dit... Mais faites ça, c'est l'avenir. Ils ont mis des fortunes là-dessus et dans le monde du livre partout, c'est un immense fantasme technologique qui est associé à des grandes campagnes de promotion de la tablette. Alors, on voit les gens qui possèdent des tablettes sont des gens de 45 ans et plus en général parce que ça coûte cher. Les jeunes, ils sont sur leur téléphone. Alors, lire, c'est pas encore l'idéal sur un téléphone, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Ils vont réduire la taille des articles, là, ça va aller. Ouais, bon, c'est ce qui... Mais c'est ce qu'ils font de plus en plus, je vous signale. Dans tous les journaux, dans tous les imprimés, on dit faites plus court, faites des formats différents, écrivez plus rapidement. Ce qui fait qu'on accentue cette idée d'instantanéité de plus en plus où tout passe sans avoir un pied dans le passé, ni aucun pied ou aucun regard vers l'avenir plus tôt. Alors, cette question-là, au fond, ça me rappelle toujours Michel Chartrand qui disait j'ai rencontré des jeunes extraordinaires, ils pensent refaire le monde parce qu'ils ont trouvé qu'ils pouvaient imprimer des t-shirts et qu'ils vont pouvoir en vendre à tout le monde, comme s'ils venaient de découvrir ça. Alors le web, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a beau basculer sur le web, mais l'Internet, c'est un peu l'Ethernet aussi. Hein? C'est l'univers du vide. Les dernières heures et 7 jours, ils y sont aussi, puis tous les autres aussi. Alors vous débarquez là-dedans comme si c'était une panacée, souvent en obtenant des financements là où vous n'en avez pas pour imprimer ou pour soutenir des revues, mais là pour faire du numérique, ça on va vous en trouver parce que c'est drôlement important. Mais effectivement, en pratique, ça donne ça. Ça donne très très peu de choses. Alors comment on fait pour ramener ça en soi? J'en reviens, puis après ça je vous lâche là-dessus, puis on va probablement... encore quelques minutes, puis ensuite on prendra une petite pause tous ensemble. Vous avez interdiction de quitter cette salle quand on prendra la pause. Il doit y avoir quelque chose pour s'organiser, parce que eux s'organisent. Le poids politique pour réussir à obtenir ça, ils l'ont eu. Vous êtes là. Il y a d'autres mondes, il y a des lecteurs. Il faut trouver à les assembler, non? On pourrait s'associer avec le Devoir, non? Mais le Devoir, c'est un des combats qu'il mène. C'est-à-dire que le Devoir, c'est le dernier journal indépendant dans un monde où il y en a eu beaucoup. Il est absolument certain qu'à une époque, cette subvention-là qu'on a dans d'autres sociétés à la presse indépendante était suppléée au Québec par le fait que le gouvernement pouvait, par ses institutions publiques, annoncé dans les journaux. Il y avait des avis publics, vous vous souvenez, il y en avait très souvent. Hydro-Québec, par exemple, achetait de la publicité dans plusieurs magazines aussi, de façon à peu près désintéressée. Dans le Devoir aussi, il le faisait. Tout ça est passé à la trappe complètement, ce qui fait que même ça, qui était un supplétif,
est disparu aujourd'hui. Alors qu'on se retrouve en disant, ah oui, faites des campagnes de soutien, faites des campagnes d'abonnement. On se retrouve à peu près comme passer le chapeau dans des églises qui sont de moins en moins remplies. Hein? Et en plus, ce qu'il y a de vicieux, tu sais, dans le milieu des revues, il y a, justement, on nous dit, mais trouvez du fond, tu sais ça, faites des campagnes de financement, trouvez du financement privé, trouvez des mécènes. Et mais les gens qui nous donnent ces fonds-là, évidemment, pour qu'ils nous donnent ces sous-là, il faut donner des machins d'impôts, et donc les gens, grâce à ça, contribuent moins au trésor public et ça fait encore moins de subventions. Enfin, c'est le principe de la saucisse à grade, mais à l'envers. Et mais c'est sûr qu'on a beau discuter... La saucisse à grade, c'est plus les gens en mangent, plus elles sont fraîches, plus elles sont fraîches, les gens... Ça commence à dater, mais... Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, pardon. Mais mais effectivement, malheureusement, je veux dire, les conseils des arts, peut-être que en y allant en gang, mais je veux dire, moi, mon expérience de discuter avec les conseils des arts de ces questions-là, ils sont... comment dire? Oui, ils sont résignés. Je veux dire, moi, la plupart la plupart du temps, quand je parle au Conseil des arts, que ce soit à Ottawa ou bien sûr qu'ils sont résignés, mais c'est pour ça qu'il faut pas l'être. Non, mais c'est ça, exactement. Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas l'être. Mais je dirais, on est constamment en train de cogner à ces portes-là. Je dirais, essayer de... changer politiquement les choses, c'est compliqué. Ah oui. Puis en plus, je veux dire, on parlait tantôt, je veux dire, du fait qu'on est plus ou moins des bénévoles. Je veux dire, travailler pour une revue culturelle, je veux dire, je veux dire, c'est aussi, c'est aussi un apostolat. Je veux dire, tu sais, soit qu'on fait ça bénévole, soit qu'on fait ça, je veux dire, pour un salaire assez ridicule. Et à un moment donné, ça bouffe du temps parce qu'il faut travailler à côté pour payer son loyer. Donc, à un moment donné, je dirais être en plus de faire la revue, aller, je veux dire... Ça vous prendrait une association qui vous... Oui, sauf qu'on en a une et elle le fait pas. Bon, ben ça... Oui, moi je pense qu'il faut prendre conscience qu'on est en résistance, hein, on écrit comme résistant et on lit comme résistant. Et je pense qu'on doit entrer dans ce mode de résistance d'abord parce qu'on écrit et on publie parce qu'on y croit, hein, justement, quand tu mentionnes, c'est parce qu'on y croit et parce qu'on sent que c'est une exigence et que c'est une urgence face au cours du monde qui est emporté précisément par cette idéologie dominante qui ne pense qu'à partir de ses propres intérêts financiers et productifs. Et donc, on doit être entré dans ce mode de résistance, et le lecteur aussi doit entrer dans ce mode de résistance. C'est-à-dire que prendre conscience qu'en lisant une revue comme les nôtres, il entre dans un acte de résistance, dans un processus, donc, et qui peut-être aussi a une responsabilité à porter à diffuser ce complot qu'on organise contre cette ère viciée du monde, qui justement voudrait qu'on se modèle au type d'êtres humains qui veulent imposer comme une multiplication du même. Donc il s'agit, moi je pense, d'abord prendre conscience de cette urgence-là et de vivre cela comme justement un moment politique, quoi, un moment... parce qu'on est, je pense, dans un moment, un tournant dans l'histoire, et on voit, la revue est un élément parmi d'autres, hein. Je pense que les mouvements de résistance se lèvent, et les revues sont, comme les nôtres, sont des moments d'émergence d'une résistance, mais le plus important, c'est probablement les mouvements qui émergent, les mouvements qui vont prendre la rue, qui occupent l'espace public, qui vont
ou qui essayent dans leur région à s'organiser, et à rêver, et à élaborer des alternatives, ou à explorer d'autres manières de s'organiser, de produire, de travailler, de débattre et tout ça. Donc je pense qu'il s'agit d'être conscient qu'on est dans un temps où de grands changements doivent se faire et qu'on n'en est qu'à l'intuition que c'est fondamental, quoi, mais qu'il s'agit d'entrer dans ce mouvement-là et de tenir debout, de se tenir debout, quoi. Vous parlez bien quand même. Je vais m'y mettre. Bonne idée. Bah oui, c'est ça. On est une équipe, bien sûr. Et l'équipe, c'est ceux qui nous lisent aussi. C'est pour ça qu'on écrit, quoi. C'est parce qu'on est lu. Hein. Ouais. Sur un aussi beau point d'orgue, me semble-t-il, je voudrais prendre quelques minutes pour vous passer la parole, de sorte qu'on puisse vous présenter les options qui s'offrent à vous. Et qui vous feront sourire, je crois, pour quelques abonnements ici, prendre le temps de discuter un peu entre vous, échanger quelques questions entre vous, de sorte que nous revenions tous ensemble dans quelques minutes et que nous ayons une discussion dans les deux sens, que vous puissiez parler, qu'on puisse intervenir aussi et qu'on poursuive cette discussion qui est, ma foi, fort bien amorcée et très agréable, me semble-t-il.